Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast Made in Foot de 2021. Alors avant de commencer à débriefer cette 19e journée de Ligue 1, toute l'équipe de la rédaction de Made in Foot qui est avec moi vous souhaite une excellente année 2021 en espérant évidemment le retour dans les stades. Aujourd'hui, je suis pas tout seul et pour démarrer cette nouvelle année, je suis avec Maxime. Salut Maxime. Salut Julien, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, hein. Je suis avec Léandro qui est revenu du stade des Cossières de samedi soir. Allez, assez énervé avant le coup d'envoi. Ça va Léandro? Bon, ça va très bien, hein. Toujours dernier de Ligue 1. 2021 n'apporte pas forcément de bonheur, donc on continue sur la même lancée que 2020. On est le 11 janvier, t'es déjà déprimé, ça fait peur pour la. Déjà au bord du gouffre, hein. Et on est avec Maxime. Salut Maxime. Ça va? Putain. Ouais. Et on est avec Lucas. Salut Lucas, ça va? Salut Julien, salut à tous. T'es prêt pour mercredi et ce trophée des champions face au PSG? Bah ouais, écoute, ça fait un moment qu'on n'a pas soulevé de trophée. Ce serait temps qu'on y arrive. Ok, ouais, je te sens pas mal en confiance quand même. Hein. Malgré le 0-0 de ce week-end dont tu vas nous parler, je te sens ambitieux, quoi. Ouais, bah de toute façon, on sait comment ça va se passer. On va essayer de pourrir le match. Ah ouais, on est déjà aux promesses comme ça. Ok, ouais, bah de toute façon, Villas-Boas, on va en parler, mais Villas-Boas a dit qu'il aimait des classicos assez chauds, donc oui, je pense que l'OM va rester dans la lignée de celui réalisé en septembre. Avant justement de parler de l'OM, on va faire un point complet sur cette 19e journée de Ligue 1, la dernière de la phase aller. Ça a commencé avec une bonne nouvelle pour Maxime, la victoire de l'AS Monaco 3-0 face à Angers. La victoire de l'AS Monaco et surtout de Kevin Volland qui enchaîne ces derniers temps les buts et qui sauve un peu les matchs de Monaco. Ensuite, Bordeaux s'est imposé 2-1 face à Lorient malgré l'absence d'Hatem Ben Arfa. Ça faisait bien longtemps que Bordeaux n'avait pas gagné sans Hatem et c'est peut-être une bonne chose pour Jean-Louis Gasset. Ensuite, Lucas s'est peut-être endormi devant ce Dijon-Marseille qui s'est terminé par un 0-0. Voilà, il y a 0-0 quoi, un match bien nul. Pendant ce temps-là, Lens a perdu face à Strasbourg 1-0. Nice, de son côté, continue sa saison galère avec un match nul 1-1 contre Metz. Même score du côté de Montpellier face au FC Nantes de Raymond Domenech. Ça, on va peut-être un peu en parler. Il y a eu beaucoup de critiques sur Raymond Domenech, etc. Ça faisait 10 ans qu'il n'était pas en poste et au final, il nous sort une mi-temps pas dégueu à la Mosson. Alors, on va peut-être en parler un peu. Les promesses, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, etc. Ça va être un peu intéressant. Je sens qu'il y en a ici qui sont pas favorable à l'arrivée de coach Domenech en Ligue 1. Le voisin nîmois, c'est quoi? A battu Lille, c'est ça, Léandro? Et pas du tout. Il a une défaite, mais contrairement à mercredi où Nîmes prend 5-0 On en a face à pris qu'un, là. Strasbourg, il y a une petite défaite, 1-0 contre Lille, c'est quand même pas mal, hein. On prend qu'un but. Comme l'a dit notre merveilleux coach, on finit le match la tête relevée avec 0 tir cadré. Ça qu'on veut. C'est ambitieux. De son côté, le PSG a eu beaucoup de mal à se défaire de Brest malgré le score de 3-0. Je vous en reparlerai un peu tout à l'heure. Pendant ce temps-là, Saint-Etienne s'est incliné 3-1 face au Stade de Reims samedi soir. Et enfin, Rennes et Lyon se sont séparés sur un match nul de partout. On va commencer d'ailleurs avec Lyon, honneur au champion d'automne, à ce trophée honorifique du champion d'automne. L'OL qui a eu un match difficile du côté du Roazhon Park où ils étaient menés 2-0 à la moitié de la deuxième mi-temps et puis il fallait un exploit individuel de Memphis Depay qui met un sacré but pour réveiller les siens et 2 entrées de Cacré et de Cherki très intéressantes. Au final, c'est Jason Denayer qui profite d'une sortie un peu hasardeuse de Romain Salin pour égaliser. Lyon était pas loin pas de tout perdre parce que même s'ils avaient fini deuxième de Ligue 1 en perdant à la mi-saison, je pense que tout le monde aurait signé, mais ça allait être un coup d'arrêt et même ce match nul, on sent pas les supporters ravis, ce qu'on peut comprendre. On sentait pas les Lyonnais si ravis que ça non plus au vu du résultat et du jeu surtout produit. Toi, Maxime, t'as un mot à dire justement sur Lyon, peut-être d'un point de vue général, pas forcément sur le match face à Rennes, sur cette première partie de saison de l'OL. Non, bah, comme tu l'as dit, ils perdent 2 points samedi soir, mais je pense qu'il faut voir au-delà et la réaction qu'ils ont eue, quoi. En étant mené 2-0, je crois que Memphis marque à la 80e, quand il restait 10 minutes, avoir cette force de réaction là, je pense que ça peut être bénéfique pour la suite.
et ils prennent quand même un point, ce qui donc leur donne ce titre honorifique. Ça veut rien dire, on est d'accord, mais ça vient valider, récompenser une première partie de saison qui a été excellente de la part des Lyonnais. Bon bah là, ils jouent aussi contre Rennes, qui est quand même une bonne équipe de notre championnat. Hein. Ils ont eu un passage à vide à l'automne. Pendant Rennes, la Ligue des Champions. Ils étaient quatrième au classement au moment où Lyon les a joués au coup d'envoi. Donc c'était pas non plus un match facile pour Lyon. Ok, ils ont mal joué et ils ont eu cette réaction. Donc tant mieux pour eux. Et comme je l'ai dit, bah c'est une juste récompense à mon avis que de les voir en tête de la Ligue 1 à la 19e journée. Reste maintenant à voir s'ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin et pourquoi pas aller décrocher un titre qu'ils attendent depuis tant d'années. Pour cette deuxième partie de saison, on entend beaucoup parler justement là du mercato. Alors Rudy Garcia s'est déjà placé à plusieurs reprises concernant l'avenir de Memphis Depay à court terme, comme quoi il allait rester à Lyon. Memphis, lui, a allé un peu jouer avec les médias, a joué un peu entretenir le flou samedi soir en disant qu'il voulait pas faire de déclaration parce qu'il ne savait pas, etc. Si Memphis Depay reste, ce qui est quand même bien parti, vous voyez Lyon finir premier de Ligue 1, Leandro, Lucas, Maxime, je sais pas, quelqu'un veut se positionner justement sur cette... C'est difficile de dire que Memphis va faire gagner le titre à Lyon, mais on sait que c'est ce joueur de joueur qui, là, il t'a rapporté un point, mais qui peut te faire gagner des matchs à lui tout seul. Et je pense que si Lyon était amené à vendre Memphis cet hiver, vu que c'est la fin de son contrat en juin, c'était pour une somme, on parlait de 5 millions d'euros. Je pense qu'en le gardant, tu vas au final à la fin de saison gagner plus que ces 5 millions d'euros en finissant soit en Ligue des Champions ou en fonction de la place que tu as à la fin de saison. Tu as une somme qui t'est attribuée, donc je pense que Lyon s'y retrouvera financièrement à la fin de la saison et c'est une très bonne chose qu'ils ne perdent pas Memphis, surtout que on l'a pas dit, mais là à l'heure où on parle, Moussa Dembélé est très proche de signer avec l'Atlético Madrid en prêt avec option d'achat. Donc c'est un cadre de l'équipe Memphis. Voilà, il a 26 ans. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités et de prouver que il peut mener une équipe vers le titre. Ça va être compliqué et Lyon a l'effectif pour. Non, mais je suis totalement d'accord avec Max. Hein. Je pense que vendre Memphis, ce serait se tirer une balle dans le pied en ce moment-là, surtout au vu de la physionomie de la saison qu'est en train de réaliser Lyon. Mais non, mais que ce soit pour lui ou pour Lyon, je pense que ce serait dommage, puisque lui, aller 6 mois, s'il signe maintenant au Barça ou dans un tout autre club, je parle, mais s'il signe dans un nouveau club maintenant ou en juin, il n'y aura pas de réelle différence. Alors que là, s'il reste et qu'au final, il arrive à peut-être, on ne sait pas, si ça se trouve, Lyon va gagner la Ligue 1 cette saison, ce serait vraiment genre un objectif plus que voulu, on va dire. Hein. Et en plus, ça prouverait à quel point il a été important pour le club. Donc non, moi je pense vraiment que Memphis, il va rester, que ce soit pour son point de vue personnel ou pour le club, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc s'il reste, je verrai bien Lyon aller jusqu'au bout cette saison. Ouais. Après, pour revenir à ce Rennes-Lyon, je trouve que cette rencontre a quand même montré quelques limites de l'OL ou du moins des axes à travailler. Je pense surtout aux latéraux. Alors Maxwell Cornet, ici on l'a quand même pas mal bâché sur ses centres ratés ou ses prestations. Offensivement, il est rarement dégueu. Défensivement, c'est plus compliqué. Après, c'est un encore attaquant heureux de parce qu'il est formation. quand même attaquant de base. Ouais. Oui, mais bon, c'est quand même ton latéral titulaire maintenant, donc faut le considérer comme un... Oui, mais les mots sont toujours les mêmes. Même de l'autre côté, on peut pas dire que Deschilio a été. Ah oui, non, mais excellent. voilà, tu m'as, j'allais dire, on peut parler aussi du match catastrophique de Deschilio. Après, c'est pas étonnant quand on voyait ses prestations à la Juventus. Ah bah oui. Je sais que Leandro et Maxime... Un mec comme ça... Parce que ce mec Deschilio, faut le rappeler, quand l'Atlético, il y avait Atlético Juventus, quand il fallait se qualifier, on avait préféré du côté de la Juventus aligner Deschilio qu'un mec comme Cancelo. Sauf que il joue pas le même football, quoi. Et là, à Lyon, ça se confirme, il a fait des bons premiers matchs, corrects, on va dire. Et là, il y a, on va dire, un peu son vrai visage qui est en train d'apparaître. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à faire signer Montiel? J'ai jamais vu jouer, on va être honnête. Je sais pas, mais je pense que ça pourrait pas être pire, quoi, que ce qu'il y a déjà, quoi. Moi,
Justement pour juste parler du cas Montiel, j'ai vu quelques matchs de Montiel, surtout depuis qu'il y a eu les rumeurs avec l'AS Roma et Lyon. Et c'est un joueur super intéressant qui, je pense, ferait vraiment du bien. Et pour appuyer les propos là des Siglio, c'est pire qu'un désastre. Ce qui nous sort là à Rennes, c'est catastrophique. Et pour un joueur avec un passé aussi tu vois, il a été à la Juve, ça a été un mec qui a beaucoup joué en Italie, en Serie A, qui a fait des gros clubs, et c'est un gars qui prouve rien du tout. Enfin, il est vraiment pas bon, pas bon Il du était à tout. la ramasse. Ah ouais, ramasse complet, et vraiment c'est dommage. Enfin, je suis même pas sûr. Je sais plus s'il y avait une clause obligatoire de rachat en fin de saison. Je crois pas. Je crois que c'était un prêt. Le prêt à l'OL, je crois pas qu'il y ait de clause de rachat. Donc je pense que c'est un joueur qui, au final de saison, va partir de Lyon sans forcément marquer les esprits. Il retournera pas à la Juve parce qu'il aura jamais sa place. Et c'est un mec qui va finir par se perdre dans les équipes de base échelle de Serie A, quoi. C'est dommage. Je pense qu'on a fait le tour de cette OL Rennes et de cette place de champion d'automne. Juste pour finir sur le point mercato, si Moussa Dembélé part, Islam Slimani est en approche. Je pense que ça peut être un profil assez intéressant pour Lyon justement dans ces fins de match là, comme contre Rennes où t'es mené au score, où il y a une égalité, il y a quelques points à aller chercher. Je pense que Islam Slimani avec sa hargne qu'on lui connaît et sa qualité de jeu de haut but peut être très intéressant. Ouais, c'est un super coup. Ouais, hein, t'aimerais bien l'avoir à Marseille, Lucas, non? Ouais, franchement, c'est que Villas-Boas en plus qu'il veut pas à Marseille, donc il doit avoir ses raisons. Mais moi, je trouve que c'est un super joueur, franchement, et dans un Olympique Lyonnais qui va être en mission, parce que je pense que ce championnat il va rester serré un peu longtemps. Il va souvent apporter en fin de match, et s'il y a une blessure devant, c'est quand même agréable de se dire que c'est Islam Slimani qui remplace. C'est clair, c'est clair. Bah justement, t'as pris la parole. Je vais te lancer sur ce superbe Dijon-Marseille conclu par un 0-0. Je te laisse parler de cette rencontre que t'as eu la chance de voir, si je peux dire. Ouais, écoute, on parlait d'Islam Slimani. À l'OM, il n'y a pas Islam Slimani, il y a Dario Benedetto. C'est notre ambiance. Deux salles, deux ambiances. Ah ouais. Il y en a une qui fait vraiment pas envie, et c'est celle qui est en Amérique du Sud, parce que c'est incroyable. On a l'impression le match, comme on pouvait s'y attendre, l'OM a largement dominé dès le début de match. On a l'impression qu'il va avoir un but qui va arriver rapidement et le tuer, mais le truc c'est que ce but n'est jamais arrivé. Il y avait c'est Ratiopi, je crois là. Ratiopi, le défenseur, le gardien de Dijon qui a pendant un bon quart d'heure, voire plus de 20 minutes, sauvé les siens. Et après, comme d'habitude, c'est-à-dire que dès que ce premier but ne vient pas à Marseille, ça perd confiance. On voit que, à l'image de Payet et Villas-Boas, il y a des tensions. Plus le match avance, et en fait, plus les joueurs se tirent vers le bas. Et en face, Dijon a eu même l'occasion d'ouvrir le score. Il touche le poteau pendant un petit quart d'heure, il domine. On a envoyé une équipe de l'OM qui était meilleure, mais qui reste dans son jeu très stéréotypé. Thauvin qui est sur son côté droit, qui tente tout le temps les mêmes choses, et les soirs où il est pas en réussite, il y a pas de but, il y a pas de passe décisive. On sait que Dario Benedetto, le seul moyen pour il faut vraiment qu'il soit, on lui distribue des ballons, toutes les 5 minutes. Parce que son but peut venir qu'après 3 ou 4 échecs. Donc là sur un match comme face à Dijon, il n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions. Le peu qu'il a eu, il n'a rien réussi à transformer. Donc ouais, un OM qui rappelle un peu celui de début de saison, et qu'on est en train de retrouver depuis quelques semaines, en manque de confiance et surtout en manque d'idées. T'en penses quoi justement du cas Payet là ces derniers temps, sa célébration face à Montpellier qui est plus là pour foutre la merde qu'autre chose, si je peux parler dans ce sens-là. Enfin, c'est, tu vois, cet été, il prolonge en baissant son salaire, etc. On se dit, ok, il est impliqué à 200% dans le projet, il est investi. Et puis, au final, c'est ces petits détails-là, tu vois, qui font que ça donne une mauvaise image de lui, ça donne une mauvaise image de son entente avec Villas-Boas, alors qu'on sait qu'il a eu quand même eu un gros rôle dans le maintien de Villas-Boas, ou du moins dans le fait que Villas-Boas ait voulu rester. Qu'est-ce qu'en pensent les supporters? Comment on le ressent justement du côté de Marseille? Je sais que Payet, il y a beaucoup de gens qui hésitent à le
à le critiquer, etc. Tu vois, comment on juge justement ces actes ces derniers temps? Bah en fait le truc c'est qu'il y a une particularité avec Dimitri Payet, c'est que il a eu on le voit très bien sur ce début de saison, c'est-à-dire qu'il a fait je sais pas sur 19 matchs, on va dire qu'il y a eu une moitié voire un peu plus qui était vraiment pas bon et une autre qui était plutôt correcte. Mais même quand il est mauvais, cet OM en fait il n'arrive pas à jouer au foot sans lui. Il y a, même quand il est on va pas revenir sur ça, mais même quand il est en surpoids, qu'il est fatigué au bout de 20 minutes, ici lui il n'est pas capable sur ses coups de pied arrêtés ou sur une passe d'animer un peu le jeu de l'OM, ben il y a aucun autre joueur qui le fait. Donc du coup c'est vrai qu'il a un petit peu un statut d'intouchable. En plus c'est le plus gros achat du club, il est là depuis assez longtemps, il est parti, il est revenu, enfin il a une histoire particulière. Donc ouais, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une histoire autour de lui, enfin chacun a son avis, mais il y a beaucoup de gens qui le protègent par rapport à ça. Mais enfin simplement l'attitude qu'il a eue, enfin elle est bizarre, mais elle est surtout scandaleuse parce que enfin je m'en fous moi que Payet il s'est embrouillé avec plein de joueurs. Thauvin et lui ils se sont jamais entendus, ils font semblant pour éviter justement de se faire tomber dessus par les journalistes et que ça se sache trop, mais tout le monde le sait qu'ils peuvent pas se voir. Mais depuis qu'il est revenu, d'ailleurs, même il avait dit à son arrivée, et les deux font très bien semblant. Et c'est bizarre qu'un garçon autant expérimenté que lui, il doit savoir que si en ce moment ça va pas avec André Villas-Boas qui t'a fait une mauvaise remarque, ce qui paraît il arrive en retard, il te fait pas jouer, t'as le droit de mal le prendre, peut-être même que c'est André Villas-Boas qui est en tort. Mais à ton âge, tu dois savoir que tu dois te taire. Tu rentres, t'as marqué un but, en plus tu sais que donc tout le monde doit prendre ton parti, t'as pas besoin de faire tout ça. Donc c'est assez étrange. Villas-Boas il gère ce cas assez bizarrement. Il semble être assez sévère, mais tout en calmant le jeu devant la presse. Donc, je sais pas, mais c'est un élément parmi d'autres qui font que ça donne pas confiance pour la suite, quoi. Ouais, puis t'avais pas trop besoin de ça en ce moment. Les résultats, bon, c'était pas catastrophique non plus, mais Marseille était dans une baisse de forme, une baisse de régime, et puis t'as cette affaire-là qui, au final, tu vois, la conférence de presse d'avant-match, d'après-match, c'est obligé d'en parler parce que c'est quand même quelque chose d'important quand un cadre montre vraiment son ras-le-bol et tout. Mais c'est vraiment Marseille avait pas besoin de ce genre de problème-là. 2 jours maintenant d'un OM PSG important et qui pourrait être le premier trophée de Dimitri Payet dans sa carrière, quoi. C'est ça qui est genre le timing est complètement manqué là pour le coup. Bah ouais, surtout que, enfin tous ils étaient conscients, ils en ont parlé même entre eux. Il y avait vraiment eu la saison dernière ce truc de on est en mission voilà avec les qualités mais aussi les défauts de ce groupe, on se tire tous vers le haut et dans une Ligue 1 qui des fois même si cette saison c'est pas trop le cas mais peut être assez faible et peut réserver quelques surprises, juste une équipe qui est solide et qui lâche pas pendant 38 journées même avec quelques défaites et en jouant pas très bien, ça te permet d'obtenir des résultats. Et là il y en a certains qui je pense sont en train d'oublier ça et ouais, on n'avait pas du tout besoin de ça parce que du coup comme la saison dernière, il y a un jeu qui reste aussi médiocre sauf qu'il y a pas l'état d'esprit, il y a pas la mentalité. Et on l'a vu qu'une seule fois, et en plus ça avait bien marché, c'était contre Paris. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'on a vu un OM comme ça. Voilà, il y a 90 minutes, on rentre et pendant 90 minutes on lâche rien. Bon, c'est un match qui a été un peu particulier. Voilà, il y a eu les tensions, tout ça. J'encourage pas les violences, les insultes, ou je sais pas quoi. Mais enfin, c'est ce qu'on voyait, et ça se ressentait. Enfin, je pense que j'étais pas le seul en voyant ce match. On sentait que voilà. Et il y avait pareil du côté du PSG, et c'est ce qui a fait l'effort. C'est pas l'OM n'était pas meilleur que le PSG, l'OM n'avait pas un meilleur effectif ce soir-là. Mais à un moment donné, ouais, le foot c'est aussi des qualités athlétiques, c'est aussi un état d'esprit, et quand on l'a, ça permet d'obtenir des résultats. Et il n'y a pas ça de cette saison. Je sais pas pourquoi, mais on le retrouve pas. C'est clair. Bah écoute, tu me fais une transition toute trouvée du coup avec le PSG avant justement de parler brièvement de ce trophée des champions. Moi j'ai regardé le match, je me suis occupé de ce match-là pour Made in Foot, et donc du coup le PSG Brest, alors on s'attendait à pas mal de choses, c'est notamment, on n'en a pas trop parlé dans l'introduction, mais c'était le deuxième match de Mauricio Pochettino au sein du PSG, puisque à la trêve on a quand même eu le départ de Thomas Tuchel après une large victoire face à Strasbourg. Le premier match face à Saint-Etienne était globalement raté, mais c'est pas Pochettino qui rate le match, c'est plutôt les Parisiens qui étaient en deçà, qui étaient pas en forme parce qu'ils ils avaient repris les entraînements 2 jours avant. Contre Brest, c'était un peu différent. Paris, pendant une demi-heure, joue pas mal le coup. Il y a des courses, il y a du pressing assez haut, etc. Le bloc est assez haut, même s'il est pas si solide que ça, parce qu'on voit quelques
quelques percées par exemple de Romain Fèvre qui était intéressant, qui mettait à mal la défense parisienne. Il y a ce but de Moïse Kean qui aide un peu les Parisiens à se mettre en confiance, puis au final aller de la 35e jusqu'à l'heure de jeu, même un peu plus, c'est plutôt Brest qui joue son football. Paris reste dans le match et garde son avantage grâce à Keylor Navas qui, comme souvent, est incroyable. Brest a des occasions, Romain Fèvre est bouillant. Ça fera plaisir à Maxime puisque c'est un ancien de la formation monégasque. Je crois que t'as pas mal de, t'as pas mal de regrets aussi. Forcément. Donc du coup, en plus, on sait ici dans le podcast, Brest c'est un peu nos chouchous. Donc ce qui est cool avec Brest, c'est que ce soit contre Paris, Lens ou Dijon, on va jouer de la même manière. Et les hommes de Dalloglio, ils ont pas eu peur, ils ont joué leur jeu. C'est un peu ça aussi qui les a tués, puisque ils ont laissé des espaces où Mbappé en demandait pas tant. Mbappé d'ailleurs, faut peut-être en parler brièvement, mais qui est cataclysmique depuis plusieurs semaines maintenant, et qui malgré sa passe décisive pour Icardi ce week-end a encore réalisé un match sans, avec des gris-gris, des dribbles qui n'ont aucun intérêt et qui lui font perdre le ballon. Et voilà, enfin Brest a craqué en 2 minutes et prend 2 buts par Icardi, donc et Sarabia, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc du coup, enfin voilà, le PSG s'impose 3-0. Je dirais pas que c'est une grande victoire pour le PSG comme je l'ai dit, mais au final, on voit que Paris gagne juste avant de retrouver l'OM. Et de bonnes nouvelles aujourd'hui. Kimpembe, Neymar étaient à l'entraînement. Alors là, vu que vous avez pas vu le match contre Brest, mais d'une manière générale, je vais vous demander un peu vos pronos. C'est la partie Made in Prono, allez, pour ce trophée des champions. Je pense qu'on va tous avoir le même avis. Mais vas-y Maxime, toi, qu'est-ce que tu vois pour ce trophée des champions mercredi? Oula, moi j'ai fermé mon compte BetClick parce que les pronos c'était pas mon fort, mais on va dire quand même victoire du PSG, allez 2-0. Moi je pense, Leandro, toi, je pense clairement que le PSG va rouler sur l'OM. Après, même si admettons qu'il n'y ait pas Neymar par exemple, s'il y a que entre guillemets Mbappé, j'allais dire la présence de Neymar va tout changer pour vous. Moi je pense que Neymar peut clairement changer le cours du match. Après le problème de Neymar dans ces grosses rencontres, c'est une fois de plus, il a pas le mental. Et si l'OM, s'il va y avoir un joueur qui va commencer à le chauffer, il va vite perdre ça. Hein? J'ai pas compris. Alvaro? Non mais oui, exactement, tu vois. S'il y a un joueur qui commence à le chauffer ou quoi, il va soit rentrer dans le délire du ouais, je fais 90 gris-gris et je vais essayer de le dribbler pour l'humilier, soit il va commencer à y aller verbalement et ça risque de changer. Enfin, il risque de se prendre un carton, quoi, tout simplement. Mais je pense que s'il arrive au match avec de la concentration et avec les idées bien claires et précises que son but, c'est d'enfoncer l'OM et d'être dans son match, je pense que clairement ça peut être un game changer dans le match, comme on dit. Et toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses? T'as peut-être pas envie de donner ton pronostic, hein, je peux comprendre. Non, moi c'est même pas une question parce que c'est vraiment, je sais pas dans quelles conditions, parce que peu importe l'effectif du PSG, il restera quand même supérieur et de son, je sais pas comment l'OM va l'aborder. Je pense qu'André Villas-Boas, il a vu un truc qui a marché, il va le retenter, mais bon, peut-être pas. Justement, Leandro en parlait. Enfin, je pense qu'André Villas-Boas, s'il est malin, il va dire à Alvaro pendant 90 minutes, tu parles à Neymar tout le temps, logiquement. Oui, mais je sais pas s'il va faire ça, donc essayer de faire disjoncter, faire ça un peu de partout, pincer Paredes s'il est par là, ou faire disjoncter un peu, parce que voilà, malheureusement, je pense que la différence, parce que il va avoir, c'est plus le côté PSG revanchard qui me fait peur, plus que la différence de niveau sur ce match-là. Mais oui, j'imagine que oui, c'est la défaite et les quelques déclats d'après-match, même un peu ce que la presse a dit de manière globale, où on a quand même pas mal tapé sur le PSG. T'as perdu ton invincibilité de 9 ans. Pour des compétiteurs comme ça paraît difficile enfin, au moins de passer à côté d'un deuxième match. Pas de le gagner forcément, mais le premier match, il est complètement raté. Marseille a réussi à faire totalement déjouer le PSG. C'est plus ce côté-là, j'imagine, qui peut faire peur. On se dit que le PSG peut pas rater 2 matchs d'affilée face à l'OM, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'ils seront quoi qu'il arrive au rendez-vous et ça va être aux Marseillais de, je sais pas, allez, je les vois bien aller déjà tenir 90 minutes. Ouais, peut-être ça se finira sur des tirs au but, ça match. Et est-ce que, d'un point de vue Marseille, il y a une excitation particulière de savoir que le PSG plus sous Tourelle, mais souvent un ancien du PSG, tu vois, est-ce que tu as ce côté où je sais que les Marseillais ont souvent tapé sur le manque d'authenticité et aller d'historique dans le club parisien, tu vois. Là, tu as quand même un ancien capitaine qui était là il y a 18 ans, qui a connu un peu ces classicos chauds où Marseille était supérieur au PSG pendant cette période. Est-ce que, tu vois, d'un côté Marseille, on se dit, c'est pas mal quand même d'avoir quelqu'un qui allait respirer un peu plus l'identité du club ou au final on s'en moque, quoi, tu vois. Est-ce qu'on a un suivi un peu particulier justement de l'arrivée de Pochettino sur la Canebière? Ouais, ben moi, en tout cas moi personnellement, j'aime bien parce que en Ligue 1, enfin, on sait comment ça se passe dès qu'un coach part. En général, il y a facilement, c'est Genesio, René Girard, Antonetti qui sont dans les rumeurs pour remplacer. Donc comme Boiré. Ouais, non, mais c'est sans critiquer ces garçons-là, surtout qu'il y en a certains qui réellement sont de bons entraîneurs, d'autres un peu moins peut-être. Mais c'est surtout que donc déjà c'est un nouveau visage en tout cas sur le banc. C'est un mec qui a fait super bien jouer Tottenham et qui à un moment donné proposé l'un des meilleurs jeux réellement en Europe. D'ailleurs, ils sont allés en finale quand même de Champions League. Donc déjà, d'un point de vue sportif, je trouve ça génial qu'ils reviennent. Et ouais, ça rajoute justement un côté plus authentique. Enfin, il y a toutes les semaines avant les classicos, il y a tous les joueurs, entraîneurs qui parlent à chaque fois. Surtout vu qu'il y a dans tout à Paris, il y a encore quelques Parisiens, mais à Marseille, il y a encore moins de Marseillais. Et à chaque fois, on sait que c'est important, on sait que les supporters nous disent que, mais c'est pas plus particulier quand Mauricio Pochettino a vraiment connu ça, il a vraiment vécu ça, donc ouais, ça rajoute lui quand il dit réellement que c'est important pour lui de gagner contre l'OM, enfin j'en doute pas une seule seconde, je pense que réellement il a vu ce que s'était passé, il s'est fait insulter en allant au Vélodrome, il a senti le Parc des Princes poussé lorsqu'il recevait l'OM, donc il doit vivre différemment. Et je pense que c'est cool, ça rajoute un peu plus de piment et ça va peut-être réserver 2-3 punchlines avant, après les matchs. Et le prochain Classico, il y aura peut-être ce match 400 à chaque fois sur pareil, parce qu'au final, à chaque fois qu'on parle d'un PSG-OM, on se dit mais le dernier d'avant, il s'est passé ça va jouer là, c'est Alvaro Neymar. Là, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que le prochain Classico, on va encore dire Pochettino, ce qu'il avait dit et tout. Donc c'est pour ça, c'est très bien. C'est super Après, cool. tu vois, juste pour clôturer cette arrivée de Pochettino et ce trophée des champions, je trouvais justement que dès les premiers mots de Pochettino, tu vois, il y a eu ce côté identitaire qu'on n'a pas vu sous Emery, sous Tourelle, même sous Laurent Blanc où il dit direct nous sommes le Paris Saint-Germain, on est le PSG. Enfin, tu vois, on sent tout de suite que d'arriver au PSG, c'est pas par hasard pour lui, que c'est pas son club de cœur parce qu'il n'y a passé que 2 ans, tu vois, mais il y a ce côté attache profonde au club, et donc du coup on se dit vraiment que lui il a saisi les grands rendez-vous du PSG, le besoin de Ligue des Champions évidemment, mais ce côté on sait que l'OM est le plus grand rival en France, on sait que, enfin, on imagine mal le PSG passer à côté, en tout cas dans la préparation mentale. Après, on n'est pas les joueurs et lui non plus, il peut pas être joueur, même si on l'a vu à l'entraînement lâcher quelques tacles aujourd'hui, mais on imagine que dans la préparation mentale, il va préparer ses joueurs de la meilleure des manières. Ouais, surtout qu'on sait qu'en plus les dirigeants, il y a toujours il y a un aspect très important en termes de l'image pour les dirigeants qataris, au-delà des éliminations en Champions League, tout ça, au-delà des problèmes des résultats, ça a toujours été l'image, parce que le but est quand même que Paris soit une belle vitrine, que le PSG donc gagne. Mais voilà, donc ça passe par forcément gagner les rivaux et toujours essayer de proposer du beau jeu et tout. Je pense que Pochettino, il va apporter un peu tout ça. Et je pense que ça va, si on le laisse, en tout cas si on lui laisse le temps et tout, il y aura le côté identitaire parce qu'ancien parisien, c'est quelqu'un qui présente bien, qui réellement pue le football et en plus, ancien du PSG. Donc je pense qu'il y a tout à gagner pour le PSG. C'est clair comme quoi dans les podcasts Médine, un Marseillais peut dire du bien du PSG et inversement comme quoi. Bien sûr. En parlant de bien, Maxime, je te reprends. Monaco s'est imposé 3-0 contre Angers ce week-end. Kevin Volland a encore marqué. Wissam Ben Yedder était encore une fois inquiétant, non? Bon, inquiétant, je dirais peut-être pas jusque-là, parce que dans la mesure où Monaco gagne, justement, comme tu l'as dit, Kevin Volland prend le relais, je dirais pas inquiétant. Oui, il est bien
bien moins influent sur le jeu de Monégasque. Je crois que ça va faire 4 matchs qu'il n'a pas marqué. T'as vérifié la stat, mais c'est pas grave. Monaco gagne. Je pense que Wissam Ben Yedder, s'il ne marque plus jusqu'à la fin de saison, bon d'accord, ça va l'embêter, mais si Monaco gagne tous ses matchs, je pense qu'il prend quand même. Il y avait eu donc cette victoire à 5-2 à Lorient qui était un peu folle où Monaco, même à 10 contre 11, s'était fait rejoindre et au final avait arraché la victoire, notamment grâce à un but de Volante qui avait mis le 3-2. Là, ce week-end, il met un but et 2 passes D. Bon, la première passe décisive est un peu chanceuse, on va dire, sur une frappe de Diop. Il dévie le ballon qui arrive dans les pieds de Maripane. Deuxième but de la semaine pour Maripane qui sort Monaco d'un bien mauvais pas parce que Angers était bien en place. C'était difficile pour Monaco de contourner leur bloc. Ils ont buté quelques fois sur Bernardoni et même Angers s'est montré dangereux aussi. Puisque avec des joueurs comme Angelo Fulgini, les transitions offensives ont été super bien gérées. Et même Loïs Diony devant a fait un très bon match. Et il est en forme, Angers. Non, ouais, il revient très très bien et c'est super pour lui parce que il a connu quand même des moments compliqués. Je pense que son transfert à Saint-Etienne, il l'a pas très bien digéré. Après, il a eu une expérience malheureuse aussi en Angleterre en D2, c'était à Bristol, je crois. Donc là, c'est bien pour le SCO que Loïs Diony revienne en forme. Il s'est présenté un moment face à Benjamin Lecomte, une frappe croisée que Lecomte est allé chercher. Et je pense que si ça avait été Manonnet, tu vois, peut-être j'allais y venir. Non, mais justement, je te voyais venir, je t'anticipais, on en avait parlé, mais c'est vrai que Lecomte a été décisif, quoi, tout simplement. C'est un arrêt qui maintient Monaco à 0-0 et donc juste avant la mi-temps, Maripane qui marque et deuxième mi-temps géré tranquillement pour les Monégasques. Un petit coup d'accélérateur à 20 minutes du terme pour faire le break et victoire méritée et comme Kovac l'a dit après match, la meilleure partie de la saison pour l'AS Monaco sans doute. Kevin Volland, ok, on en parle beaucoup, c'est peut-être l'un de tes meilleurs joueurs en ce moment, mais il y en a quand même un qui, je trouve personnellement, crève un peu l'écran quand même de cette première partie de saison, c'est Sofiane Diop qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau, du moins être titulaire à quasi chaque match. Tu peux m'en parler un peu en fait tout simplement début de saison, il a profité de la blessure de Golovin pour se faire sa place dans le 11. L'année dernière, il avait été prêté à Sochaux en Ligue 2. Là, il a clairement passé un cap. Il a toute la confiance de Niko Kovac et ça se ressent. Il joue libéré. C'est un régal en fait à voir jeu parce que ce joueur, dès qu'il y a une prise de balle, c'est vers l'avant. C'est un mec qui techniquement est très très fin. Non, franchement, Ikome, si on veut parler de ses défauts, il va peut-être avoir des fois des excès d'engagement défensivement, commettre trop de fautes. Mais qu'est-ce qu'il va provoquer aussi donc son jeu demande encore à être épuré. Mais évidemment, heureusement. Non, mais oui, voilà, heureusement, comme tu dis, il a que 20 ans, c'est déjà incroyable ce qu'il fait. Et je pense que là, avec le retour de Golovin, c'est peut-être pas lui qui va sauter du 11 titulaire, mais peut-être Gelson Martins, qui est un peu plus en difficulté dans l'utilisation du ballon. Et qui lui apporte sa vitesse et aussi ses dribbles. Mais non, c'est vrai que c'est vraiment une des grosses satisfactions de la saison côté monégasque, Sofiane Diop. Claire, déjà sous l'ère Henry, je me rappelle du haut de ses 18 ans, c'était peut-être la seule éclaircie dans le marasme monégasque. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu étonnant personnellement. Enfin, moi, ça m'avait un peu étonné de le voir partir. Après, je sais que l'année dernière, Monaco avait fait énormément de recrues justement pour. Ouais, mais je pense que ça lui a été bénéfique ce prêt. Il a pu jouer à Sochaux, tu vois. Il s'est refait un peu la cerise parce que c'est vrai qu'à Monaco, il a joué, d'accord, mais c'était dans une équipe qui n'avait aucune tête, quoi. Perdition totale. Donc non, c'était bien pour lui qui se lance vraiment réellement dans une structure. Où il pouvait s'épanouir et là ça a été bénéfique pour lui et pour Monaco qu'il récupère dans une super forme. Puis là il s'est montré décisif, il a déjà marqué 5 buts cette saison, chose que il faisait pas forcément avant. Donc non, vraiment grand bonhomme de cette première partie de saison de l'AS Monaco. Et bizarrement, tu vois, sur ce mercato d'hiver, il y a encore zéro rumeur excepté Timothy Fosu-Mensah ces derniers temps qui a été envoyé vers le Rocher. Il y a aucune rumeur à Monaco. Mais la meilleure recrue au final de Monaco, c'est le retour de Golovin. Déjà mercredi, il signe son retour avec un but au bout de 4 secondes. 4 secondes, ouais. Je sais qu'il est très attendu.
Mais tu vois, est-ce que justement son retour là avec la méforme de Ben Yedder peut pas amener Kovac à remettre un peu son système en cause, tu vois, de mettre Golovin en numéro 10 et de mettre que Voland en pointe. Est-ce que tu vois justement cette évolution, ou ça veut dire qu'il faut sacrifier Gelson ou Sofiane Diop, mais je paraît bizarre. Je sais pas si Kovac serait prêt à changer son dispositif, sachant que là, franchement, ça tourne bien à l'AS Monaco. Avant la trêve, c'était un peu plus compliqué, mais là, depuis, donc ça fait 2 matchs qu'il gagne. Mais comme je t'ai dit, je pense que s'il y a un joueur que Kovac pourrait sacrifier, ce serait Gelson Martins, qui est moins bien. Ça reste un bon joueur de Ligue 1, mais qui est aussi plaisant que frustrant, parce qu'arriver dans les 30 derniers mètres, il peut des fois se retrouver avec le ballon dans les pieds et être brouillon. La tête baissée. Ah ouais, voilà, mais c'est pareil, c'est les mêmes mots depuis qu'il a commencé au Sporting. C'est pour ça que ça n'a pas marché non plus à l'Atlético Madrid aussi. Il progresse pas vraiment, voilà, dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou à la finition. Donc je pense que s'il y a un joueur qui doit s'inquiéter du retour de Golovin, c'est lui. Mais comme tu le disais, oui, Golovin est attendu par les supporters monégasques, parce que quand on a vu le niveau qu'il affichait au Mondial 2018, il était incroyable avec la Russie. Monaco, ça a été un peu plus compliqué. C'est un transfert qui a quand même coûté beaucoup d'argent. L'AS Monaco, c'était 25 millions d'euros de mémoire. Et il était pas mal embêté par les blessures, mais c'est vrai que quand il est bien, c'est comme Sofiane Diop, quoi. C'est un plaisir de le voir jouer, parce que techniquement, il est très très fort. Supervision du jeu, enfin, il comprend le foot, quoi. Donc on peut que se réjouir quand des joueurs comme ça sont sur la pelouse. Moi, je crois Parfait, je voulais juste rajouter 2 trucs. Je crois que tout d'abord, le problème qu'il y a avec Gelson Martin, c'est que quand t'es pas plus intelligent que ça, tu peux pas avancer dans le foot. Et je pense qu'il lui manque, ne serait-ce que, je parle même pas de l'intelligence en tant que joueur, je pense que de l'intelligence de base. Donc c'est le voyage au Costière, ça, qui l'a. Non, mais c'est un joueur qui, pour faire du 100 mètres, autant qu'il se mette à de l'athlétisme. Et concernant Fosu Mensah, du coup, il signera pas à Monaco, puisqu'il devrait signer à Leverkusen contre 2 millions d'euros. Il a passé normalement sa visite médicale tout à l'heure, je crois, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est 2 millions. Di Marzio, on va t'appeler maintenant. Exactement. Justement, tu me prends la parole, on va rester dans le sud de la France. On en vient au gros dossier, le Nîmes Olympique, comme toutes les semaines ou presque. Avant de te poser au match samedi, devant ta télé, etc., chez toi, et de faire les live tweets pour Made in Foot. Et en gros, tu t'es déplacé au stade des Costières, t'avais envie de te déplacer, accompagné de quoi? D'une centaine de personnes, c'est ça? Exactement. Pour manifester. C'était même pas pour donner de la force aux joueurs, c'était pour manifester contre la direction et surtout contre un seul homme, Jérôme Arpinon. C'est ça, Leandro? Ouais, enfin, c'était plus général que ça, on va dire. C'était vraiment, outre Arpinon, je pense que c'était vraiment déjà la base pour un réveil des joueurs qui se disent que il fallait faire quelque chose. À un moment donné, il faut porter voilà. Donc non, je pense que outre Arpinon, il y avait vraiment déjà une envie de faire réagir les joueurs, puisque il y avait presque 200 personnes qui étaient là, hein, donc en temps de Covid, etc. On a attendu 1 heure et demie dehors, plus ou moins, pour 2 minutes 30 de d'émoulement et d'action, on va dire. Est-ce que la distanciation sociale a été respectée? Non. Mais vraiment, non, franchement, ça m'a... C'est triste, quoi. C'est triste de voir qu'en plus, ça a pas eu l'effet escompté, puisque derrière, ça a été très très mal dirigé par la presse, qui, soi-disant, il disait qu'il y avait eu des jets de projectiles, etc., qui n'ont pas eu lieu, hein. Mais du coup, c'était un peu dommage. Mais du coup, on s'est retrouvé à presque 200 personnes. Explique-nous ce qui s'est un peu passé. Quelle était l'intention des supporters? Donc tu m'as dit c'était réveiller un peu les joueurs, aller les bousculer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qui se réveillent, qui voient c'était surtout qu'ils sont soutenus, mais qu'en même temps être dernier de Ligue 1 quand on est le Nîmes Olympique et vu l'effectif à disposition, c'est pas normal non plus, c'est ça? Non, enfin même pas comme ça. Dans le délire, c'est que nous à Nîmes, c'était pas la première fois que ça allait qu'un groupe de personnes, on va dire, allait bousculer les joueurs. On l'a déjà fait dans le passé pour de très bonnes raisons, comme on est déjà allé les accueillir à la gare, etc. Des images il y a 3-4 ans qui avaient fait le tour
le tour des médias, etc. Et c'était des bonnes images. Le seul problème, c'est que à Nîmes, on a vraiment cette proximité avec les joueurs où à chaque fois, dès qu'il y a un truc qui va pas, les supporters, ils se font pas prier, quoi. Ils se font pas prier pour avoir une réaction, qu'elle soit positive ou négative. Et là, malheureusement, ça fait trop longtemps que les résultats sont plus que négatifs. Ça bouge pas. Et je pense qu'on est rentré dans une routine où les supporters en ont marre parce qu'ils voient que le coach ne se fera pas virer. On parle notamment d'un problème, vu que lui, il est soutenu par son président et son staff, puisque normalement, s'il se fait virer, Jérôme Arpinon, il y a presque 1 million d'euros d'indemnité que l'Nîmes Olympique devrait lui payer, et qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'incapacité de faire. Ouais, c'est 1 million, ça arrive presque au million. Et en fait, le problème, c'est que déjà, il y a plus de primes de match. Les primes de match ont été suspendues, il y a eu pas mal de choses qui ont été suspendues dues au Covid, etc., etc. Et je pense que les résultats sont allés avec, hein, bien évidemment. Mais du coup, Pour parler du terrain. Et pour le terrain. Pour parler du terrain, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Je regarde le Nîmes Olympique depuis que je suis arrivé en France, hein, donc depuis plus ou moins 15 ans. Et je crois que j'ai jamais vu un jeu aussi proche du néant, quoi. C'est vraiment à la fin de la rencontre. Certes, on a perdu 15-0. Il faut parler aussi du match catastrophique que sort le LOSC, hein, parce que franchement, ils proposent rien. Ils sont venus, il y a eu le but, une passe D de Lucado pour Burak Yılmaz qui la met au fond à 3 mètres des cages. Mais non, c'est vraiment, c'est triste. C'est vraiment, on propose rien. Et moi, je le redis, hein, je sais pas si je l'avais dit lors du dernier podcast, mais moi, je souhaite même pas le maintien actuellement. Je souhaite juste arriver à la fin de la saison et pouvoir me dire que je suis fier de ce que mon équipe a proposé. Puisque pour l'instant, on peut pas être fier d'une équipe qui ne cadre pas une frappe sur 90 minutes de match à domicile. 90 minutes et pas une frappe cadrée. Et on parle pas d'un match, hein. Là, ça doit être facile le 2e ou 3e match où on tourne en dessous des 5 tirs sur toute la rencontre. C'est énorme, hein, et on s'en rend pas compte. Je sais pas si tu as vu les images d'après-match où on voit Renaud Ripard discuter avec les joueurs. Ce discours-là, tu arrives à l'entendre encore aujourd'hui? Franchement, on s'en bat les couilles. À un moment donné, ça y est, ils sont là, ils parlent. C'est beau de parler. À un moment donné, il faut de la réaction. Ça fait 15 fois qu'on nous montre des images. Ouais, ils parlent, machin. Ça sert à quoi de parler? Il faut agir. Après, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ont désappris le football cette année. Genre, des mecs comme Yacine Benraoult, qui encore l'an dernier est arrivé. Attention à ce que tu dis sur Yacine Benraoult aussi. Non, mais moi c'est un joueur incroyable. Pareil, hein, je pense que niveau QI on a un petit problème, mais c'est un joueur incroyable footballistiquement parlant. Et alors cette saison il propose rien. Et de peu de matchs qu'il a fait où il est rentré, il a rien proposé. Et le problème c'est que c'est le genre de joueur, après qu'on se prenne une rouste, il va publier des stories sur Instagram pour des maisons à Marrakech. Pour des locations. On se retrouve avec des joueurs, et ça, je vous jure que c'est véridique. Après la dégringolade qu'il y a eu à Strasbourg, les joueurs nîmois sont directement rentrés de Strasbourg à Nîmes. Et en arrivant à Nîmes, à 2h du match, ils sont allés jouer à Fortnite. Il faudra m'expliquer comment tu veux passer un message, je sais pas, ne serait-ce que la remise en question, c'est beau les images où ils sont tous ensemble, mais il faudrait que ces mots aillent avec les actes, tu vois. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a rien qui va, je pense que tout le monde est un peu saoulé, et on est un peu entre le mur et l'épée, je sais pas comment on dit, mais bref, on est vraiment bloqué, et il y a rien à faire, et ça fait chier, quoi. Franchement, ça fait chier, quoi. Ah ouais, je suis triste, hein. Je vous jure que je préférais voir Nîmes en national contre Louan Cuiseaux, hein. Vraiment, ça m'amusait plus, hein. Pour revenir à Benraoult et du problème global, l'année dernière, Benraoult jouait son football et il avait un coach qui aimait le jeu. Et qui lui donnait envie, bien sûr. Là, avec Jérôme Arpinon, alors on va pas faire du tapage gratuit ou méchant parce qu'on n'est pas là pour ça, mais faut quand même en parler, c'est que tu t'es quand même à 3 victoires, 3 nuls et 13 défaites. On a une victoire à domicile. 40 buts encaissés, t'es la pire défense de Ligue 1, tout simplement. Non, mais la deuxième pire attaque. Derrière Dijon qui commence justement à enchaîner les bons résultats, qui restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite grâce
entre autres à l'arrivée de Moussa Konaté, mais Nîmes est la deuxième pire attaque de Ligue 1 et la pire défense de Ligue 1. Attention. Mais Julien. Konaté, il est pas bon avec Dijon. Konaté n'est pas bon, mais Julien, moi je veux juste demander un truc. Quand est-ce que Dijon a commencé à jouer au foot? Quand ils ont viré Jobard. Ça s'est arrêté là. Tu changes un entraîneur, là à Nîmes, s'il n'y a pas un impact psychologique, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, on va pas bouger. Tu peux pas garder le même coach et essayer de vouloir. T'as essayé pendant 6 mois et moi j'ai rien contre Arpinon. Franchement, je m'en branle. Qu'il soit à Nîmes, qu'il soit à Dijon, qu'il soit à Aix-en-Provence, j'en ai vraiment rien à faire. Le seul problème, c'est que ça ne marche pas. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ça sert à rien de se dire ouais, moi je suis Nîmois pure souche, moi j'ai la mentalité. Et rentre chez toi, mec. Si t'avais vraiment la mentalité nîmoise, tu accepterais pas chaque semaine de te faire souiller et de revenir la semaine d'après avec le sourire. Enfin, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Et je pense que si c'est un vrai Nîmois, et bah qu'il les porte et qu'il se barre. C'est le seul truc que j'ai à dire. Et oui, tu disais, donc toi t'attends un déclic, mais un déclic en venant du coach. Jusqu'à quand Nîmes va aller Mais là on va jusqu'en Ligue 2. Les jours marquants, sachant que tu nous as expliqué qu'il y avait 1 million d'euros à payer en cas de départ. C'est-à-dire que Nîmes va se soumettre à ce 1 million d'euros entre guillemets et accepter une lourde descente aux enfers qui risque d'être compliquée à vivre. Hein. Je parle au sein du club. On sait c'est un tout petit club structuré, mais c'est un tout petit club avec peu de salariés. Ouais, structuré, t'es gentil, hein, mais vas-y. Non, mais t'as compris l'idée. Il y a le stade, t'as un autre stade en prévision, etc. Tu mises comme de l'argent sur une pérennité en Ligue 1. Et là, au final, tu risques de tout sacrifier pour 1 million d'euros pour Jean-Marc Pinon. Mais le problème, faire jouer son équipe, faut même pour Rani Assaf, le président, faut plus réfléchir qu'à cette saison. Faut réfléchir sur les 3-4 prochaines saisons. Mais le problème qu'il y a, c'est que actuellement, et je te le dis parce que du coup, j'ai pas mal de sources, que ce soit en interne, etc. On ne bougera pas. Ça bougera pas. D'un côté, Assaf, il est en mécontentement constant avec les supporters. Enfin, tu vois, genre là, samedi, là, entre deux Arpinon démission, il y avait bien évidemment des Rani honteux 1-1-1. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de lien entre les supporters et Rani Assaf. Il n'y a pas de lien entre le coach et les joueurs. Comment tu veux que ça fonctionne? Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gars qui... moi, je serais à la place d'Arpinon. Après, tu vois, genre, je ferais pareil. Si tu me dis, ouais, barre-toi sans indemnité ou continue de faire de la merde et tu te partiras avec le million, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est la poule aux œufs d'or. On parle d'un mec qui à la base était préparateur physique et aujourd'hui est entraîneur en Ligue 1. Enfin c'est idyllique ce qui se passe pour lui, tu vois, genre il est vraiment très très heureux je pense dans sa vie de tous les jours. Et je pense que le problème qu'il y a, c'est que entre les mots de ce qu'il dit, puisque il nous a bien fait des discours où il disait ouais, moi si je vois que je fais de la merde, j'aurais honte d'aller boire mon café le samedi matin en centre-ville. Mais les bars sont fermés, Léandre. Mais justement, je pense que le confinement, justement, ça lui fait pas comprendre qu'il fait de la merde. Bah oui, voilà, les bars sont fermés, les terrasses sont fermées. Il est pas confronté à la vie des Nîmois. Non, mais vraiment, mais vraiment, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui à Nîmes, notre plus grande peur n'est même plus de descendre, mais c'est d'enchaîner un cataclysme comme il y a pu y avoir ces dernières années dans des clubs comme Sunderland par exemple, tu vois, qui sont descendus 2 saisons d'affilée. Moi vraiment mon problème, c'est que si la saison prochaine on descend en Ligue 2, déjà avec l'effectif qu'on a et la qualité des joueurs, parce que vraiment il faut le rappeler, il y a vraiment des joueurs avec de la qualité et des joueurs qui aiment le football à la base, tu vois. Enfin le problème, moi, c'est que je pense que si on descend en Ligue 2, il y a de fortes chances qu'on continue dans cette pente-là, quoi. Compliqué la Ligue 2, hein. Regarde Guingamp qui est descendu il y a 2 ans, ils sont en totale galère. Hein. Ah oui, mais moi franchement, j'en doute vraiment pas. Hein. Je sais que si on descend, on va pas remonter direct. Extérieur, tu vois. Ouais, c'est sûr que ça sera compliqué de remonter, mais d'un œil extérieur, je trouve que, franchement, on parlait de Dijon, Nîmes, je m'inquiète plus vraiment pour Dijon, ça va pas être facile, mais je pense qu'ils ont clairement sur une dynamique qui leur permettra de peut-être accrocher le maintien. Mais alors ici, il y a 2 équipes pour lesquelles je m'inquiète, ouais, vraiment, c'est Nîmes, je suis désolé, Landreau. Et Lorient. Il y a aussi Lorient. Non, mais Lorient, c'est triste aussi, mais je vois aussi un peu le gap entre une bonne équipe de Ligue 2 qui
dominés. Et là, en Ligue 1, ils sont totalement dépassés, notamment défensivement. Non, mais, En tout cas, mais juste pour terminer, moi, tu vois, genre, malgré que je sois supporter du Nîmes Olympique, tu vois, je reste quand même un amateur de foot et je reste très objectif. C'est beau, ça. Je reste très objectif. Et je le vois depuis le début, tu vois. Autant en début de saison, quand tu commences par un 4-0 contre Brest, tu vois, t'es là, t'es content, tu te dis, waouh, il y a quelque chose à faire. Mais au fur et à mesure des matchs, je me suis rendu compte de la réalité des choses. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est plus proche que jamais de descendre en Ligue 2, tu vois. Et à un moment donné, il faut juste arrêter d'être supporter. Il faut être objectif. Et le problème, c'est que dans nos dirigeants, il n'y a pas d'objectivité actuellement. C'est vrai que je me rappelle de ce 4-0 avec Melling qui fait un sacré match pour ses débuts, etc. En tout cas, pour finir, Leandro, je tiens à te dire que si Nîmes fait une Sunderland, j'espère qu'il y aura une série Netflix et que je te verrai parmi les supporters mécontents mais toujours présents pour le NO. Tu me verras en train d'aller crier au stade et de jeter mes canettes de bière là de 8-6 là sur le bus. En tout cas, on va changer de sujet. On va essayer de dernier un peu focus de ce podcast. C'est sur Montpellier-Nantes. Alors, on parlait de changement de coach à Nîmes, il n'y a pas eu lieu. À Nantes, il a eu lieu, Leandro. Mm-hmm. Et que penses-tu de l'arrivée de Raymond Domenech? Une catastrophe. T'aurais aimé le voir au niveau là. C'est une calamité. Franchement, enfin, on en a déjà, non, on en a pas parlé justement. Non. Mais moi, après, je vous donne mon avis, le mien. Hein, mais je pense que faire venir un coach comme Raymond Domenech en Ligue 1 après tout son passif, le temps d'années d'inactivité et tout ce qui va. 10 ans d'inactivité, je tiens à rappeler. Mais plus de 20 ans en club. Ça c'est ah oui, fou, non, mais ça. en club, mais ça fait 10 ans qu'il est plus. Ouais, ça fait. Ouais, exactement. Enfin, mais s'il était sélectionneur de la Bretagne, c'est ça, Maxime? Oui. non mais vraiment juste sans blague. Moi je pense que Kita, je comprends pas comment tu peux autant aimer te faire insulter. Enfin vraiment, à un moment donné, il aime vraiment trop se faire insulter et je crois qu'avec ses supporters, c'est à la limite du plus je vais enfoncer le club, juste pour prouver qu'il est à moi, tu vois. Et lui, son seul but, c'est de prouver que c'est lui le roi de la jungle et que bah voilà, c'est lui qui dirige, tu vois. Mais c'est une calamité que ce monsieur, enfin, j'ai rien contre lui, hein. C'est une calamité que ce monsieur arrive à prendre les rênes d'une équipe de Ligue 1, en plus comme le FC Nantes en 2021. Enfin, c'est du jamais vu, je pense. Alors attends, ça c'est le jugement, allez, d'un point de vue extérieur. Moi, j'ai regardé les 2 matchs du FC Nantes. Enfin, c'est pas forcément par plaisir, mais j'ai regardé les 2 matchs du FC Nantes pour justement voir ce que Raymond Domenech faisait de ses premiers pas chez les Canaries. Alors, ça a commencé face à Rennes mercredi avec un 0-0 bien ennuyant. Où très clairement, Raymond Domenech a décidé d'installer un 4-4-2 à plat et a tenté quelques actions, j'allais dire très rapides. C'est très vertical. C'est des actions vite vers l'avant, notamment pas grâce à Imran Louza qui est peut-être du Jürgen Klopp, ça. Ouais. Non, mais tu vois, tu parles de Louza. Le premier match, il joue en 4-4-2. Sur les côtés, à gauche et à droite, il met Louza et Blas, qui pour moi sont des joueurs d'axe et qui ont toujours, quand ils étaient à Nantes, joué dans l'axe. Et c'est là où ils ont été les meilleurs. Déjà. Ouais, comme quoi, tu vois. Après, donc Louza rate un face-à-face face à Salin. Enfin, c'est plutôt Salin qui gagne son face-à-face plutôt que Louza le rate. Enfin voilà, il y a 0-0 contre Rennes. Franchement, c'est pas un match très intéressant. Même Raymond Domenech le dit en conférence de presse d'après-match. Il voulait rassurer l'équipe défensivement parce que Nantes, c'était une équipe qui encaissait beaucoup de buts ces derniers temps. On passe sur ce match-là. Pour un premier match. Voilà. Ah mais les gars, franchement, Montpellier qui est une équipe. Attends, alors, faut quand même replacer le contexte, juger les premiers pas de Raymond Domenech. On arrive à Montpellier qui est une équipe difficile à manœuvrer à la Mosson surtout. Qui est pas dans une très bonne forme actuellement puisqu'elle a pas gagné sur ses 5 derniers matchs, mais on arrive à Montpellier. Montpellier début de match très intéressant comme souvent. Andy Delors il est très actif, etc. Montpellier ouvre le score grâce au Yongo. On se dit que Nantes est mal barré. La première mi-temps se passe, on va dire que Montpellier domine la première mi-temps et encore. Et en deuxième mi-temps, par contre, le FC Nantes joue au football. Alors on va peut-être rigoler, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nantes aller faire une bonne deuxième mi-temps, mais à la Mosson c'est difficile. On sait que normalement Montpellier est une équipe très difficile à manœuvrer. Et la deuxième mi-temps, écoute, elle est en majorité pour le FC Nantes. Tu vois, il y a eu des actions, il y a eu du beau jeu, notamment l'égalisation justement du FC Nantes qui
qui est magnifique à voir. Enfin, j'étais aussi dubitatif que toi à l'arrivée de Raymond Domenech, mais tu vois, quand on écoute les joueurs, etc., apparemment, après bon, ils vont pas le dire si ça passe mal, mais apparemment, tu vois, le discours passe plutôt bien. Pour l'instant, Nantes a encaissé un but face à Montpellier, mais il a stoppé un peu cette hémorragie de défaite qui arrivait ces derniers temps. Tu vois, il y a ce côté où il a fait deux matchs nuls. Je juge sur le terrain, attention, parce qu'en conférence de presse, etc., il y a des déclarations qui ont du mal à passer, notamment sa phrase sur Maradona qui est un peu lunaire. Enfin, je pense que c'est même pas nécessaire d'en parler, mais tu vois, sur le terrain, j'allais dire, il faut avoir quand même du cran, tu vois, de revenir après 10 ans. Non mais je fais mon mea culpa. Je fais mon mea culpa, vraiment. Je fais mon mea culpa et puis voilà, juste pour par rapport à ce que disait Maxime tout à l'heure, par rapport au positionnement de Blas, etc. Moi, je peux le comprendre. Enfin, pendant 10 ans, le mec il était là à 21h plutôt que de regarder les matchs de Ligue 1. Bien sûr, il y avait l'équipe d'Estelle. Il a pas regardé les matchs du FC Nantes, mec. Comment tu veux qu'il sache qu'ils sont meilleurs dans l'axe? Enfin, vraiment. Ouais, mais regarde, au final, tu vois, sur ces deux matchs, ils ont pas, enfin, pour l'instant, ces choix payent un peu. Alors, du coup, tu vois, il met un double pivot avec Touré qui est toujours très bon. C'est quand même un bon joueur de Ligue 1 qui fait très bien ce qu'on lui demande. Défensivement, il est présent. Offensivement, il est pas dégueu non plus. Il sait faire cette première relance, etc., qui est importante. Et au final, tu sors deux matchs nuls. Alors, deux matchs nuls face à Rennes et Montpellier, quand même. On parle du 5e et du 8e de Ligue 1. C'est encourageant, on va pas s'enflammer non plus, hein, attention. Mais tu vois, t'as ce côté où on peut se dire merde, Domenech fait 10 ans qu'il est pas là, il revient et au final Nantes va être une équipe chiante à jouer. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir cette équipe. Tu vois, un peu comme Metz et Antonetti qui a trouvé cette composition à 5 défenseurs, tu vois, et au final on voit que Metz, c'est une équipe un peu chiante à jouer. J'imagine que Nantes, avec Domenech, on connaissait déjà à l'époque en équipe de France où il misait un peu plus sur la défense que l'attaque, que ça risque de devenir une équipe un peu embêtante à jouer. Enfin, oui, mais plus que des matchs nuls, Nantes, ils sont quand même 17e, quoi. Enfin, va pas falloir faire que des matchs nuls non plus. Donc, il va falloir aussi prouver que offensivement, t'es capable de reproduire la deuxième mi-temps que t'as fait à Montpellier. Et donc là, ok, sur ces deux premiers matchs, le premier match à Rennes, je comprends que c'est quand même mieux de pas commencer sur une défaite. Ok, je veux l'entendre. Tu peux quand même essayer d'aller gagner, mais je veux bien l'entendre. Le deuxième match à Montpellier, d'accord, t'es à l'extérieur, ok. Là, maintenant, je pense qu'au bout de deux matchs, il a eu quand même, donc là, ça va faire 15 jours qu'il est arrivé à Nantes. Là, je pense que à partir du week-end prochain, où en plus tu reçois Lens, c'est ça, qui bloque totalement là, qui est plus très bien ces derniers temps. Ah c'est là qu'il va falloir le juger, c'est là qu'il va falloir attendre un peu plus de Nantes, c'est ça. C'est pour ça que t'as Metz la semaine d'après en plus. Voilà, c'est Metz la semaine d'après, exactement. Et tu reçois Nantes après. Et tu reçois Monaco. Non mais moi je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais écoute, nous sommes actuellement le 11 janvier. Si à la fin de la saison Raymond Domenech est toujours à la tête du FC Nantes, je m'engage à le dire, je suis sûr qu'ils joueront les playoffs, c'est sûr et certain. Il va jamais les barrages, exactement. Je pense pas du tout qu'il va les sortir du trou, absolument pas. Et je compte sur toi en tant que community manager pour ressortir ce passage. Je ressortirai ce passage. Je note, nous sommes le 11 janvier, messieurs. Déjà, je pense qu'à la fin du mois, il n'aura pas dépassé la barre des 5 points engrangés, alors qu'il en a déjà 2. Hein. Il en a déjà, mais justement, il en a déjà 2. Je m'engage à ce que je ressorte cet extrait en juin et on verra ce que ça donne. Et toi, Lucas, on t'a pas entendu sur la nomination de Raymond Domenech. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'arrivée de ce bon vieux Raymond? Tout à l'heure, en louant l'arrivée de Mauricio Pochettino, je t'expliquais que justement c'était cool de voir un nom un peu différent de ceux qu'on entend toujours quand il y a un licenciement. Bon là, tu vois, c'est un nom qui fait un peu moins plaisir. Après, ça fait quoi? Ça fait 30 ou 30 ans peut-être qu'on l'a pas vu en Ligue 1. C'est presque un nom nouveau pour nous. Ouais, c'est limite un jeune espoir. C'est limite s'il était pas là à la création de la Ligue 1. Non, mais c'est peut-être une future pépite. Un fondateur. Non, mais franchement, c'est
Oui, je sais que faut parler que du sportif, mais juste les conférences de presse derrière. Il pourrait même finir champion de France, que ça serait une calamité. Le personnage est incroyable, mais pour revenir au début de ses résultats, on sait que quand il y a l'arrivée d'un entraîneur, peu importe son niveau, il y a au moins celui qui était sur le banc, il se dit bon là il y a un nouveau mec, peut-être que lui il va me mettre titulaire si quand je rentre 20 minutes je suis bon, et celui qui était titulaire tout le temps il va se dire putain c'est plus le même, faut pas que je reste sur mes acquis, faut que je bosse un peu plus parce que sinon ma place elle va sauter. Donc il y a cet effet là qui c'est pas pour l'enlever ces 2 matchs nuls et ce qu'a proposé Nantes sur ces 2 matchs, mais bon on sait que c'est normal, c'est tous les clubs comme ça. Ce serait un super entraîneur, ça aurait été le cas aussi. Mais donc c'est pour ça que c'est un peu tôt pour juger, mais ouais c'est quand même assez navrant de voir que on s'en remet à un choix pareil, parce que le FC Nantes ils ont eu quelques bons entraîneurs mine de rien dans un passé assez récent. Il y a Michel Derzakarian, c'est quand même, on voit le travail qu'il fait à Montpellier, c'est un super coach. Sergio Conceição, ouais, enfin et là ouais c'est la décadence. Jean-Marc Furlan aussi. Ça c'est l'amoureux de la Ligue 2 là, ce qui ah parle, oui là c'est oui non mais mais non mais au moins c'est un entraîneur qui a toujours bien fait jouer ses équipes. Alors après les statistiques en termes de descente, voilà, en Ligue 2 tout ça, bon c'est enfin elles sont ce qu'elles sont, mais bon faut voir l'équipe qu'il avait, mais j'aurais préféré un choix comme ça, un président qui dit bon ok il y a une pression financière parce qu'il faut surtout pas aller en Ligue 2 tout ça, mais je vais prendre un mec qui va faire jouer au foot mes équipes, parce que c'est pour ça que j'en reviens au discours et aux conférences de presse, c'est que c'est quelqu'un qui ne parle jamais de foot, et lorsqu'il en parle, enfin c'est sa philosophie de jeu, c'est pas, j'ai l'impression, ce qu'il faut pour une équipe comme Nantes. Là ça va évidemment bétonner, c'est logique, mais et ils ont intérêt à continuer à surfer sur la période un peu positive et engranger un maximum de points, parce que j'ai peur qu'à un moment donné, enfin même auprès des joueurs, parce que c'est pas que les en tant que nous observateurs qui avons un problème avec Domenech ou quoi, mais faut voir tous les anciens joueurs qu'il a entraînés, et que ce soit tous ceux qui étaient en équipe de France, tout ça, il y a pas grand monde qui dit des choses positives. Donc si jamais il commençait à avoir demain une période un peu compliquée, j'ai peur que rapidement il y ait plus le contrôle sur ces hommes, et que ça. Puis je pense que de toute façon il souffrira toujours de cette image. Enfin, quand tu penses à Domenech, tu penses au plus grand fiasco du football français, et ça pour plusieurs générations, dont celle des jeunes joueurs qu'il a, je sais pas, des Ludovic Blas, des Louza, des Marcus Coco, tu vois. Je pense que pour tous les observateurs, ce mec restera à jamais comme le mec qui a fait que l'équipe de France a sorti du monde 2010 catastrophique, tu vois. C'est pour les observateurs, mais c'est aussi pour les joueurs, c'est-à-dire que c'est ce que je te dis, c'est que les joueurs ils sont comme nous, ils ont vu. Bien sûr. Bien sûr, après il a quand même ce côté cran, tu vois, genre il sort de sa cave après 10 ans. Alors oui, il dit que c'est pour l'amour du jeu, que ça lui manquait, etc. Après bon, je pense qu'il a pas eu non plus en 10 ans beaucoup de demandes et beaucoup de projets. Je pense qu'il a cru que c'était un spam à la base, quand il a reçu le mail. Il a dû se dire non mais c'est pas possible. Attendez. Non mais enfin voilà, tu vois, je pense qu'il savait qu'il allait être exposé à énormément de critiques, genre personne n'allait le rater, personne ne va le rater s'il se rate. Je trouve que quand même au final c'est peut-être un petit kiff, voilà, mais au final tu vois il tente d'y aller, quoi. Il a pas peur de l'échec. Non mais ça c'est quelque chose qu'on peut louer. Non mais ça on peut le louer, mais le seul truc c'est que un entraîneur, quelle que soit sa philosophie de jeu, ses résultats ou quoi que ce soit, c'est important quand même qu'il ait une place forte dans le club, et même médiatiquement tout ça, et que les joueurs se disent faut pas que je me le mette à dos, que j'évite de faire une sortie sur lui, parce que tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire avec Tourelle au PSG, n'importe quel joueur, je pense, aurait pu prendre un micro et dire écoutez, c'est à cause du coach, il fait n'importe quoi à l'entraînement, on comprend rien à ce qu'il dit. Tout le monde aurait été dans le sens du joueur, quel qu'il soit. Ça aurait pu être Kimpembe, Neymar, ou même un préparateur physique, tout le monde aurait dit Tourelle il fait vraiment n'importe quoi. Je suis n'importe quoi. Zidane au Real, tu vois que même quand les résultats vont pas, le mec c'est une institution. Lui seul. Tu vois, lui ça pourrait être l'inverse. Il pourrait avoir les résultats de Domenech. Il pourrait avoir même aussi, enfin voilà, sortir des déclarations aussi, on va dire assez spéciales. Entre ce qu'il a fait dans sa carrière, et en plus justement au Real, il y a aucun joueur, même Ronaldo, il aurait pu faire 6 matchs sur le banc, il aurait été incapable de dire quoi que ce soit, parce que le gars est en position de force. Et ça c'est quand même important dans position d'un entraîneur. Et Domenech n'aura jamais ça. Il y a que Thierry Henry qui a pas eu cette influence en Maxime.
Non, ouais. Bizarre. Les gars, bizarre. Moi, je voulais juste, les mecs, avant qu'on termine, vraiment, je veux que vous fermiez les yeux et que vous vous mettiez dans la place de Kita. Comment tu peux aimer un club, genre, et te dire, un matin en te levant, putain, c'est Domenech qu'il me faut. Genre, surtout les coachs qui existent dans la planète, comment un matin tu te lèves et tu te dis, je vais sortir Raymond de la retraite? Mais c'est une question de choix, de réseau. Il fallait faire des choix, c'est ça? Non, mais c'est quand même une question de réseau aussi. Faut pas se cacher, etc. Après, faut quand même aussi signaler que Raymond Domenech signe pour 6 mois. Et peut-être que Kita, voulait un coach pour terminer la saison parce que de toute façon, il pouvait pas le faire avec Patrick Colo. Et tu vois, il se dit, j'ai 6 mois pour trouver mon coach pour l'année prochaine. Tu vois, Kita a été décrié, il nous a quand même allé nous chercher Conceição, tu vois, où c'était une bonne surprise en Ligue 1. Je pense que c'est juste le côté, lui, il va pas me déranger pendant 6 mois, il va faire son kiff et revenir sur un banc, il fera pas une déclat plus haut que l'autre me concernant, tu vois, il va essayer de guider l'équipe un peu comme il peut, s'il peut nous maintenir, vaut mieux qu'il nous maintienne, mais tu vois, c'est plus ce côté, il signe pour 6 mois, on n'a pas de problème après pour le dégager, on prendra quelqu'un d'autre. Je pense que c'est uniquement pour ce côté-là qu'il a décidé de prendre Domenech. Après, je sais pas dans la tête. Mais c'est vrai que c'est bizarre que parce que le rapport entre Kita et ses entraîneurs, ils sont un peu, il est un peu spécial, et c'est fou que même lui, ça a dû lui traverser l'esprit de se dire, putain, mais si je prends Domenech, on va encore me taper dessus. En plus, c'est pas comme, et c'est fou, quoi. Il est pris il est fait ce pari-là. Parce que là, quand on voit la liste de mecs qui sont passés sur les dernières années, c'est quand même assez incroyable. Il y a de tout. Il y a du bon, du moins bon, du connu, de l'inconnu. Et là, c'est limite, j'attends qu'une chose, c'est de savoir qui c'est qui va passer après Domenech. Parce que là, à part Pascal Pro, je vois pas ce qui pourrait me surprendre. Non mais attends, moi je regarde, je viens d'ouvrir Google, j'ai écrit coach libre. Et dans toute la liste, on me propose des mecs comme des Lucien Favre, des Sagnol, Marco Silva, Silvino. Lucien Favre, il va pas signer à Nantes. Leonardo Jardim. Et tu vas me prendre Domenech. Non mais frère, t'as une liste longue comme... Oui, mais faut être en raccord aussi avec les ambitions de Nantes. Quelqu'un comme Leonardo Jardim ou Lucien Favre, déjà je pense que c'est trop cher pour Nantes, et tu les imagines vraiment arriver à Nantes? Moi, non mais c'est le haut de la liste, j'aurais pu descendre, tu vois. Mais il y a une liste énorme de coachs libres. Pourquoi tu vas chercher Domenech? Moi c'est ma question. Qatar, je pense. Et ouais, il y avait pas assez de golf à Nantes. Non, mais sinon on aurait eu la rumeur Laurent Blanc. Non mais c'est sûr. Non mais vraiment, écoute, on verra ce que ça donnera, mais force à tous mes Nantais, force à tous les Canaries. Canaries deviendra Aigle, on laisse faire. Tu veux rajouter un dernier mot sur Domenech ou... Non, ça va. J'attends de voir ce que ça va donner, mais j'espère quand même que Nantes va se maintenir, parce que c'est un club historique du football français, et que les supporters méritent mieux que ça, que l'effectif il y a quand même des joueurs de qualité, donc normalement Nantes devrait se maintenir, surtout en fait quand on compare, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des équipes comme Nîmes et Lorient qui sont encore plus dans la charrette, quoi. Tu fais bien de recalmer Léandro. Ça c'est sympa, ça. C'est important de remettre les gens à leur place. Non mais franchement, la chance qu'il y a pour des clubs comme Nantes, c'est qu'il y a vraiment des clubs trop nuls comme Nîmes, Lorient, Dijon. Vraiment, hein, s'il y a vraiment une chance cette saison, c'est là-dessus, quoi. Ok, à toi, on verra bien pour le FC Nantes, du coup. Donc pour terminer, comme d'habitude, on va parler de l'équipe type de cette 19e journée de Ligue 1. Dans les cages, on a décidé de placer Keylor Navas, qui malgré la victoire 3-0 a été important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Côté droit, on a mis Youssouf Sabaly. On n'a pas parlé de Bordeaux, mais qui s'offre une belle victoire avec un doublé de Rémi Houdin, un nom qu'on risque de retrouver dans quelques instants. En défense centrale, Marquinhos et Denayer, buteur, égalisateur pour l'OL. À gauche, Caio Henrique. Maxime, on n'en a pas trop parlé, mais qui commence à faire son trou à gauche, d'autant plus qu'il y a vraiment personne. Il est plus rassurant que Fodé Ballo-Touré, oui. Et Djibril Sidibé, même quand il a fait ses quelques piges à gauche. Ah oui, puis là, Sidibé, il était à droite, il n'a pas été bon ce week-end, mais Caio Henrique passe D sur le deuxième but de Hollande. Bien trouvé par Badiachil, qui n'a pas été bon, mais qui là fait une superbe passe dans l'intervalle. Il faut le souligner aussi. Toujours le petit tacle à Badiachil, on n'oublie pas. Non, mais non. Je préférais qu'il soit bon, quoi. Au milieu de terrain, vas-y.
Ah, mais je te dis, Badiachil, il a des qualités. Tu vois, sur cette passe, tu le vois, il a la vision du jeu. Sa passe, elle est magnifique dans l'intervalle. Mais ouais, il y a des sauts de concentration qui sont pas normales. Je te laisse continuer ton équipe, Chip. Ouais, c'est ça. Au milieu de terrain, on retrouve Clément Grenier et donc Abdoulaye Touré du FC Nantes. En meneur de jeu, Mathieu Cafaro qui sort un coup franc somptueux face à Saint-Etienne. À droite, en attaque, on retrouve Boulaïdia qui s'offre un doublé. En attaquant de pointe, Kevin Volland. On le présente plus, on en a parlé plusieurs fois et Maxime tenait à ce que je le mette dans l'équipe type. Et enfin, ailier gauche, Rémi Houdin pour son doublé, qui retrouve un peu de couleur à Bordeaux et qui pourrait être la bonne surprise durant l'absence d'Atem Ben Arfa pour porter les Girondins un peu plus haut qu'ils ne le sont à la 10e place. Je pense qu'on a fait pas de joueur ni moi une fois de plus. Je vois que le complot continue. Ouais, je te rappelle qu'il y a quand même il y a quelques journées, on avait mis Baptiste René quand même. Baptiste René. Hein. On a eu Baptiste René une fois sur 19 journées. Ouais. Je te jure. Ouais, mais ça, j'y peux rien, ça. Non, mais c'est pas de ta faute, hein, je t'en veux pas. Ah, mais tu vois, regarde, Abdoulaye Touré, il est là. Peut-être que s'il y avait eu Domenech à Nîmes, je te jure. Peut-être eu à Nîmes, moi. Harpin out, hein. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast est assez long, mais il y avait pas mal de choses à dire. Le premier de 2021, on reprend les bonnes habitudes et voilà. Je sais pas, Lucas, t'as un petit mot avant ce trophée des champions ou pour la nouvelle année. Qu'est-ce que tu souhaites en général? Vas-y, je te laisse un peu. Tout d'abord, racisme mono, évidemment, quand même. Il faut lutter contre le racisme malgré des conflits qu'il peut y avoir entre certains joueurs. Et non, écoute, moi j'espère au moins un super match et que l'OM gagne, hein, c'est ce qu'on souhaite. Un trophée pour l'OM, ça fait longtemps que t'as pas connu ça. Ouais, c'est ça, ouais, je sais. Ouais, et puis ce serait pas quand même super beau, Dimitri Payet avec une coupe dans les mains, enfin je sais pas. Avec son petit et tout. L'année dernière, il a le EA Ligue 1 Games Cup, hein, quand même. On l'oublie, parti trop tôt parce que du coup, il y a peu de tournées estivales cet été, mais il a eu son petit trophée, quand même. À jamais les premiers. Ouais, dans l'Europe ou sur le continent américain, en général, c'est à l'étranger, en fait. Le truc, il faudrait qu'on la Ligue 1, on la joue à l'étranger, je pense. Ouais, mais c'est con, les trophées des champions, généralement, c'est à l'étranger. Et là, t'es à Stade Félix Bollard. Alors là, t'en tires la conclusion que tu veux, mais... C'est pas faux. Mais le dernier trophée des champions contre vous, d'ailleurs, c'est vous qui l'avez gagné au tir au but sur un match vraiment horrible. De mémoire, c'était vraiment cataclysmique. Leandro, toi, bon, j'imagine que ça a tourné autour du Nîmes Olympique. Non, même pas. Écoute, on va changer. Je sais. Ça fera plaisir pour cette nouvelle année. Mais écoute, déjà, j'espère que toutes les personnes qui ont écouté ce podcast se sont régalées. J'espère que vous passerez tous une merveilleuse année, qu'on s'en sort de ce confinement. Et puis, écoutez, juste que le Nîmes Olympique soit digne en 2021, c'est tout ce que je demande, rien de plus. Et toi, Maxime, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, t'as la Ligue 1 avec Monaco, t'as la Ligue 2 avec Clermont, toi, faut quand même pas le cacher que t'es un suiveur assidu de la Ligue 2, un amoureux de Clermont. Puis il y aura peut-être un petit match de Coupe de France entre les deux, mais qu'est-ce que tu te souhaites, toi, justement, pour cette année 2021? Moi, comme à tout le monde, beaucoup de Sofiane Diop dans vos vies. Non, mais comme tu l'as dit, ouais, que Clermont monte en Ligue 1, ce serait historique, ce serait pas mal. Et oui, peut-être si Clermont passe ce prochain tour contre Grenoble en Coupe de France, un match contre l'AS Monaco. Donc là, j'essaierai d'aller au stade en qualité de journaliste pour faire vivre aux lecteurs de Made in Foot cette folle soirée de Coupe de France qui s'annonce. Journaliste avant tout, t'as bien raison. Voilà, merci à tous pour cette écoute. Retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter, Made in Foot, notre site internet madeinfoot.com, notre chaîne YouTube madeinfoot.com, Instagram, TikTok, etc. où c'est Lucas qui s'occupe quand même de tous ces contenus-là. Voilà, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et puis d'ici là, restez branchés dès mercredi pour un live tweet de PSG-OM. Je peux l'annoncer, Leandro, quand même, tu vas te charger de live tweet ce match. Exactement, j'espère que ce sera un beau match, qu'on va pas s'endormir devant. Je serai au résumé, Maxime au résumé vidéo, voilà. C'est quand même important de le souligner. Écoute, merci beaucoup. Hein. Merci à tous les mecs. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Merci. Allez, merci à tous. Ciao.